Le corps s'effondra sur le sol en marbre italien dans un bruit sourd qui résonna dans la salle de réunion du 43e étage. Victoria Harrington, la femme la plus riche de la côte, était étendue, immobile, les lèvres déjà bleuies et les yeux mi-clos. Autour d'elle, 12 cadres en costume de $3000 restèrent figés comme des statues de sel. Personne ne bougea. Personne ne cria. Personne ne fit absolument rien. Depuis le couloir extérieur, Daniel Carter entendit le bruit. Il était en train de frotter le sol avec une solution au vinaigre qui lui brûlait les mains depuis 3 heures d'affilée. Il lâcha la serpillière et courut. Il ne pensa pas. Il ne calcula pas. Il fit seulement courir. Quand il franchit les portes doubles en verre fumé, la scène le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Victoria était au centre de la salle, entourée de gens qui la regardaient comme s'il s'agissait d'un problème de tableau Excel que personne ne savait résoudre. Un homme aux cheveux gris tenait son téléphone en tremblant, mais ne composait aucun numéro. Une femme en talons aiguilles couvrait sa bouche avec ses mains parfaitement manucurées. Daniel n'était pas médecin. Il n'était pas ambulancier. Il était seulement un concierge de 42 ans qui travaillait 70 heures par semaine pour subvenir seul aux besoins de sa fille de 8 ans. Mais il savait ce qu'il fallait faire. Il s'agenouilla à côté de Victoria et vérifia la respiration. Rien. Il posa 2 doigts sur son cou. Aucun pouls. La panique remonta dans sa gorge, mais il ravala et plaça ses mains sur la poitrine d'elle. C'est alors que quelqu'un cria. « Qu'est-ce que vous pensez être en train de faire ?» Un homme grand, en costume gris anthracite, s'avança vers Daniel. C'était Richard Brennan, le directeur financier, connu pour licencier des gens par email les vendredis avant les jours fériés. Il attrapa l'épaule de Daniel avec force. « Descendez d'elle immédiatement. » Daniel poussa ses mains vers le bas sur la poitrine de Victoria, comptant mentalement. 1, 2, 3, 4. Richard le tira avec tant de violence que Daniel faillit perdre l'équilibre, mais il se rattrapa et reprit sa position. Elle a besoin d'un massage cardiaque. Que quelqu'un appelle une ambulance. Personne ne bougea. Tous le regardaient comme s'il était un criminel ayant envahi une propriété privée. Daniel continua les compressions thoraciques, transpirant à grosses gouttes, sentant les yeux de tous plantés sur lui comme des couteaux. « Vous la touchez de manière inappropriée », cria une femme au bout de la table, saisissant son collier de perles comme s'il s'agissait d'une arme. « C'est du harcèlement. » Daniel ne s'arrêta pas. 30 compressions. Maintenant, il devait pratiquer le bouche à bouche. Il inclina la tête de Victoria en arrière, ouvrit les voies respiratoires et scella ses lèvres sur les siennes. Il insuffla de l'air dans ses poumons 2 fois. C'est alors qu'il sentit qu'on le tirait violemment en arrière. 2 agents de sécurité que personne n'avait appelés surgirent et le traînèrent loin de Victoria. Daniel tenta de se dégager, criant qu'elle allait mourir, qu'il essayait de la sauver, mais ils l'immobilisèrent sur le sol froid. Quelqu'un lui écrasa la main. Il sentit un genou dans son dos, le poids écrasant ses poumons. « Continuez les compressions », hurla-t-il, la voix rauque de désespoir. « Elle va mourir. » Personne ne fit rien. Ils observèrent simplement pendant qu'il était traîné hors de la salle, laissant Victoria Harrington seule sur le sol, entourée de personnes bien trop effrayées à l'idée de perdre leur emploi pour sauver la vie de leur propre patronne. Ce n'est que lorsque Daniel était déjà dans l'ascenseur, menotté et emmené à la sécurité du bâtiment, que quelqu'un appela enfin l'ambulance. 7 minutes plus tard, les ambulanciers arrivèrent. 9 minutes plus tard, Victoria Harrington fut déclarée cliniquement morte pendant 3 minutes et 17 secondes avant d'être réanimée sur le chemin de l'hôpital. Daniel fut conduit dans une salle sans fenêtre au sous-sol. 2 gardes restèrent à l'extérieur. Personne n'expliqua rien. Il resta assis sur une chaise en plastique cassé, tremblant, regardant ses mains encore rouges à cause du savon industriel. Il avait sauvé la vie de quelqu'un. Il en était certain. Mais à cet instant, avec le silence pesant autour de lui et l'odeur de moisi incrustée dans les murs, Daniel eut l'impression d'avoir commis la plus grande erreur de sa vie. 3 heures plus tard, il fut libéré. Sans explication. Sans remerciement. Juste une lettre de licenciement déjà imprimée et signée par quelqu'un du service des ressources humaines qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Conduite inappropriée. Violation du protocole. Contact physique non autorisé avec une dirigeante senior. Effet immédiat. Daniel lut cela 3 fois avant de parvenir à assimiler. Il avait été renvoyé pour avoir sauvé une vie. Lorsqu'il quitta le bâtiment Harrington Tower à 11 heures du soir, l'air froid de novembre lui mordit le visage comme des lames de glace. Il marcha jusqu'à l'arrêt de bus avec la lettre froissée dans la poche et un vide dans la poitrine qui semblait sans fin. Il pensa à comment il allait expliquer à Lily, sa fille, que papa avait perdu son emploi. Il pensa aux factures en retard, au loyer qui arrivait à échéance dans 8 jours. Mais par-dessus tout,
Il pensa à la femme étendue sur le sol. Il avait senti ses côtes céder sous ses mains. Il avait vu sa poitrine recommencer à bouger. Il l'avait ramenée à la vie. Et maintenant, il était puni pour cela. Le bus mit 40 minutes à arriver. Daniel monta et s'assit sur le siège du fond, appuyant la tête contre la vitre sale. C'est alors que son téléphone vibra. Une notification. Il déverrouilla l'écran et sentit son estomac se nouer. Une vidéo. Publiée 17 minutes plus tôt. Déjà 80 000 vues. Le titre disait « Un concierge embrasse de force la PDG pendant une réunion d'entreprise ». Daniel appuya sur lecture, les mains tremblantes. La vidéo avait été filmée sous un angle qui cachait Victoria au sol. On ne voyait que lui pencher sur elle, les lèvres collées aux siennes, et les cadres criant en arrière-plan. Le montage coupait les compressions thoraciques. Coupait son désespoir. Ne montrait que le baiser. Les commentaires explosaient déjà. Prédateur. Abus de pouvoir. Prison immédiate. Daniel éteignit le téléphone et ferma les yeux fortement, sentant les larmes chaudes couler sur son visage. En moins de 3 heures, il avait perdu son emploi, sa dignité et maintenant sa réputation. Le monde entier pensait qu'il était un monstre. Et personne, absolument personne, ne connaissait la vérité. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez jusqu'à présent et depuis quelle ville ou pays vous regardez. Votre participation fait toute la différence pour que nous puissions continuer à apporter des histoires qui touchent le cœur. Quand Daniel arriva chez lui ce soir-là, Lily dormait sur le canapé avec encore son uniforme scolaire. La voisine, Mrs. Chen, était assise dans la cuisine en train de boire un thé froid. Elle le regarda avec une expression qu'il ne réussit pas à déchiffrer. « J'ai vu les nouvelles », dit-elle doucement. Daniel ne répondit pas. Il prit simplement Lily dans ses bras, l'emmena dans sa chambre et la coucha dans son lit, la couvrant avec la vieille couverture qui avait appartenu à sa mère. Il embrassa le front de sa fille et murmura une promesse qu'il ne savait pas s'il pourrait tenir. Tout ira bien. Mais en fermant la porte et en revenant dans le salon vide, Daniel savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain matin, Daniel se réveilla au bruit de quelque chose frappant contre la fenêtre. Il ouvrit les yeux lentement, le corps endolori comme s'il avait été renversé par une voiture. Il se leva du lit et tira le rideau déchiré. De l'autre côté, 3 journalistes avec des caméras campaient sur le trottoir. L'un d'eux le pointa du doigt en voyant son visage. Les flashs commencèrent à crépiter. Il lâcha immédiatement le rideau et recula, le cœur s'accélérant. Comment avait-il découvert où il habitait? Lily apparut à la porte de la chambre, se frottant les yeux, encore en pyjama. « Papa, qui sont ces gens ?» Daniel força un sourire et s'agenouilla devant elle, tenant ses petites épaules. « Personne d'important, chérie. Va te préparer pour l'école. Aujourd'hui, Mrs. Chen va t'y emmener, d'accord ?» Lily fronça les sourcils, confuse, mais obéit. Daniel attendit qu'elle quitte la pièce avant de s'effondrer sur le canapé, mettant les mains sur son visage. Son téléphone ne cessait de vibrer. Messages de numéros inconnus. Menaces. Insultes. Quelqu'un avait trouvé son contact et l'avait partagé sur Internet. Il éteignit l'appareil. Mrs. Chen arriva 20 minutes plus tard, entrant par la porte arrière pour éviter les journalistes. Elle ne dit rien, se contenta de regarder Daniel avec un mélange de pitié et de peur, comme s'il était un étranger dangereux. Elle prit Lily par la main et partit rapidement, laissant Daniel seul dans l'appartement silencieux. Il alluma la télévision. Erreur. Son visage était sur toutes les chaînes. Concierge accusé d'agression sexuelle contre une PDG milliardaire. Vidéo choquante montre un homme forçant un baiser à une dirigeante lors d'une réunion. Harrington Holdings publie un communiqué officiel condamnant l'acte de violence. Daniel éteignit la télévision et lança la télécommande contre le mur. Il n'était pas ça. Il n'était pas un agresseur. Pas un monstre. Il lui avait sauvé la vie. Pourquoi personne ne voyait ça? Pourquoi personne ne demandait ce qui s'était réellement passé? Il avait besoin de réponses. Il avait besoin de justice. Mais il ne savait pas par où commencer. Les jours suivants furent une plongée en enfer. Daniel tenta de sortir pour chercher du travail, mais fut reconnu 3 fois. Une fois, une femme lui cracha dessus dans la rue. Une autre fois, un groupe d'adolescents l'encercla en criant « Prédateur !» jusqu'à ce qu'il court se réfugier dans une boutique et demande de l'aide au vigile, qu'il expulsa. Il rentra chez lui humilié, l'orgueil en lambeaux. Ses économies s'épuisèrent en 2 semaines. Il vendit la TV. Vendit le micro-ondes. Vendit tout ce qui avait de la valeur.
Lily commença à demander pourquoi il mangeait des pâtes tous les jours. Il mentait en disant qu'il faisait un régime. La nuit, quand elle dormait, Daniel pleurait dans la salle de bain en laissant l'eau du robinet couler pour qu'elle n'entende pas. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Victoria Harrington se réveillait pour la 10e fois en une semaine trempée de sueur froide. Elle se trouvait dans une suite hospitalière privée de la taille d'un appartement, entourée d'infirmières, de médecins et d'avocats. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la même chose, l'obscurité. Un vide infini. La sensation de flotter loin de sa propre vie. Et puis, des mains. Des mains pressant sa poitrine. De l'air entrant dans ses poumons. Quelqu'un la tirant en arrière, vers la vie. Elle se réveillait haletante, agrippant les draps en soie égyptienne, essayant de se souvenir du visage de la personne qui l'avait sauvée. Mais la mémoire était floue, fragmentée. Tout ce qu'elle se rappelait, c'était la pression, le désespoir dans la voix de quelqu'un criant de ne pas la laisser mourir. Richard Brennan entra dans sa chambre avec une chemise sous le bras et ce sourire faux qu'il arborait toujours lors des réunions d'actionnaires. « Victoria, c'est bon de vous voir rétablie. Nous devons discuter de quelques points urgents concernant. » « Que s'est-il passé ce jour-là » l'interrompit-elle, la voix encore faible mais ferme. Richard cligna des yeux, surpris. « Vous avez fait un arrêt cardiaque. C'était une fatalité, mais grâce à Dieu. Qui m'a sauvé ?» Silence. Richard ajusta sa cravate, mal à l'aise. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Vous avez eu de la chance. Non. Victoria se redressa dans le lit, ignorant le vertige. Quelqu'un est intervenu avant qu'il n'arrive. Je m'en souviens. Quelqu'un était là. Richard ouvrit la chemise et commença à feuilleter des documents comme s'il n'avait pas entendu la question. Nous avons un communiqué de presse qui nécessite votre approbation. Concernant l'incident avec l'ex-employé qui... Quel ex-employé? Le concierge. Daniel Carter. Il a été renvoyé immédiatement après vous avoir agressé pendant la réunion. Nous avons déjà pris toutes les mesures légales nécessaires pour... Victoria sentit quelque chose de glacé lui parcourir la colonne vertébrale. Répète. Lentement. Richard soupira, impatient. Le concierge a envahi la réunion et vous a agressé physiquement. Nous l'avons maîtrisé avant qu'il ne cause plus de dégâts. Il a été licencié et poursuivi. La vidéo est devenue virale, mais notre service juridique contrôle déjà la narration. Victoria sortit du lit, arrachant les fils des moniteurs. Une infirmière tenta de la retenir, mais elle la repoussa. Où sont les caméras de sécurité? Je veux voir les enregistrements. Maintenant. Richard échangea un regard avec les avocats présents. Victoria, vous sortez à peine d'une situation critique. Vous devez vous reposer. Ce n'est pas nécessaire. Je donne un ordre, cria-t-elle, et toute la pièce se figea. Victoria ne criait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Mais maintenant, avec le corps encore faible et l'esprit rempli de fragments d'une vérité que personne ne voulait lui dire, elle sentit une colère brûler en elle. Apportez-moi les enregistrements ou vous êtes tous renvoyés. 2 heures plus tard, Victoria était assise seule dans une salle de conférence vide, regardant les enregistrements de sécurité sur un ordinateur portable. Elle les regarda 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque visionnage, la nausée montait davantage. Elle se vit s'effondrer. Vit les cadres figés. Vit Daniel Carter courir dans la salle sans hésiter. Le vit s'agenouiller, vérifier sa respiration, commencer les compressions thoraciques pendant que Richard le tirait, criait, l'accusait. Vit les agents de sécurité traîner Daniel au loin alors qu'elle restait au sol, mourante, et que personne ne faisait absolument rien. Victoria referma brusquement l'ordinateur et resta assise en silence, les mains tremblant. Elle n'était pas en vie grâce aux cadres qui juraient lui être loyaux. Elle était en vie parce qu'un concierge pauvre avait eu le courage de faire ce qu'aucun d'eux n'avait fait. Et maintenant, il était détruit pour cela. Elle prit le téléphone et composa un numéro. Le chef de la sécurité répondit à la 2e sonnerie. Trouvez Daniel Carter. Maintenant. Daniel était allongé sur le canapé à 3 heures de l'après-midi lorsqu'on frappa à la porte. Il ne bougea pas. Probablement encore des journalistes. Ou des créanciers. Ou quelqu'un venu lui crier dessus. Il ne s'en souciait plus. Les coups continuèrent, insistants. « Monsieur Carter, veuillez ouvrir la porte, s'il vous plaît. Je suis ici au nom de Victoria Harrington. » Daniel s'assit lentement, confus. Il traîna les pieds jusqu'à la porte et l'ouvrit légèrement, laissant la chaîne de sécurité en place. Un homme en costume noir se tenait de l'autre côté, tenant une enveloppe. « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Madame Harrington m'a demandé de vous retrouver. »
Elle doit vous voir immédiatement. Daniel eut un rire amer. Bien sûr. Elle veut me poursuivre personnellement maintenant? L'homme secoua la tête. Elle veut vous remercier. Daniel resta immobile, traitant ces mots comme s'ils étaient dans une langue étrangère. Remercier? Après tout ça? Après le licenciement, l'humiliation publique, les menaces de mort? Je ne suis pas intéressé. Il commença à refermer la porte, mais l'homme posa la main sur l'ouverture. Elle a vu les enregistrements, Monsieur Carter. Elle sait ce que vous avez fait. Et elle veut réparer cela. Daniel s'arrêta. Quelque chose en lui, une petite flamme qu'il croyait éteinte, se ralluma. L'espoir. Un espoir dangereux, douloureux, fragile. Daniel entra dans la voiture noire aux vitres teintées en ayant l'impression de marcher vers son propre enterrement. Le chauffeur ne prononça pas un mot pendant tout le trajet. Ils traversèrent la ville, laissant derrière eux les immeubles délabrés et les rues pleines de trous de son quartier, se dirigeant vers les gratte-ciel étincelants du quartier financier. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'hôpital privé le plus cher de la côte, Daniel eut envie de s'enfuir en courant. Mais quelque chose de plus fort le retint. Le besoin de regarder dans les yeux la femme qu'il avait sauvée et d'entendre d'elle-même ce qui s'était passé. Il fut escorté par des couloirs de marbre blanc jusqu'à une suite au dernier étage. La porte s'ouvrit, et elle était là. Victoria Harrington était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, vêtue d'un peignoir en soie grise, ses cheveux blonds attachés en un chignon lâche. Elle paraissait plus petite que sur les photos des magazines. Plus humaine. Lorsque ses yeux croisèrent les siens, Victoria se leva lentement. Monsieur Carter. Sa voix était rauque, faible. J'ai vu les enregistrements. Daniel ne dit rien. Il resta simplement debout près de la porte, les mains dans les poches, le corps tendu comme une corde prête à se rompre. Victoria fit un pas vers lui, et Daniel vit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé voir sur le visage d'une milliardaire, de la culpabilité. Vous m'avez sauvé. Et moi, je ne savais pas. Ils m'ont menti. Ils ont menti sur tout. Elle avala difficilement, les yeux brillants de larmes retenues. Vous avez tout perdu à cause de moi. Ce n'est pas à cause de vous, dit enfin Daniel, la voix grave et fatiguée. C'est à cause d'eux. Des gens autour de vous qui ont préféré me détruire plutôt que d'admettre qu'ils sont restés là sans rien faire pendant que vous mourriez. Victoria ferma les yeux et acquiesça lentement. Je sais. Et je vais arranger ça. Daniel eut un rire amer. Arranger? Mon visage est partout sur les chaînes d'infos du pays, comme si j'étais un criminel. Ma fille est harcelée à l'école. J'ai perdu mon travail, ma réputation, ma dignité. Comment exactement comptez-vous arranger ça? En vous donnant la chance de tout reconstruire. De la bonne manière. Dans les jours qui suivirent, quelque chose d'étrange commença à se produire. Daniel fut emmené dans un hôtel discret en dehors de la ville. Un médecin vint l'examiner. Il était dénutri, déshydraté, avec un début d'ulcère. Il reçut un traitement immédiat. De la vraie nourriture. Une chambre propre avec un vrai lit. Lily fut transférée dans une école privée sous un faux nom, protégée par une sécurité discrète. Mrs. Chen reçut une somme généreuse pour s'occuper d'elle pendant que Daniel se rétablissait. Et puis, Victoria réapparut. Elle arriva sans garde du corps, sans avocat, sans caméra. Juste elle, avec une mallette en cuir sous le bras. Elle s'assit sur la chaise en face de Daniel et posa la mallette sur la table. J'ai une proposition. Daniel croisa les bras. Je ne veux pas de votre argent. Je n'offre pas de l'argent. Victoria ouvrit la mallette et sortit une série de documents. J'offre une vengeance. Daniel se pencha en avant, intéressé. Victoria inspira profondément. J'ai passé les 5 derniers jours à enquêter sur ma propre entreprise. Et ce que j'ai découvert m'a dégoûté. Richard Brennan n'a pas seulement menti sur ce qui m'est arrivé. Il a orchestré votre destruction pour couvrir sa propre lâcheté. Il a monté la vidéo. Il a payé des journalistes pour diffuser l'histoire déformée. Il a menacé des employés qui voulaient dire la vérité. Elle fit glisser un document sur la table. Daniel le prit et commença à lire. C'étaient des transactions financières. Des paiements à des sites d'information. Des emails internes discutant de comment contrôler la narration. Des messages où Richard coordonnait la campagne de diffamation contre Daniel. Il a fait ça parce que si la vérité sortait, tout le conseil serait tenu responsable. Ils ont laissé la PDG de l'entreprise mourir parce qu'ils avaient peur d'un procès. Ils préféraient risquer ma vie plutôt que leurs propres emplois. Daniel sentit la colère monter en lui comme de la lave brûlante. Pourquoi vous me montrez ça? Parce que je veux que vous m'aidiez à en finir avec eux.
Daniel lâcha les papiers et la regarda droit dans les yeux. Comment? Victoria se recula dans sa chaise, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la chambre, Daniel vit un sourire petit et dangereux se dessiner sur ses lèvres. Je vais rétablir votre nom publiquement. Je vais convoquer une conférence de presse et montrer les vraies images. Je vais poursuivre en justice chaque personne impliquée dans cette farce. Et ensuite, je vais vous offrir un poste dans mon entreprise. Je ne veux pas retourner nettoyer vos sols. Ce n'est pas ce que j'offre. Victoria se pencha en avant, les yeux brillants de détermination. Je veux créer un département entièrement nouveau. Responsabilité corporative et bien-être des employés. Et je veux que vous le dirigiez. Daniel resta silencieux, essayant d'assimiler. Diriger un département? Lui, qui avait à peine terminé le lycée. Qui avait passé 20 ans à nettoyer des toilettes et vider des poubelles. Vous êtes folle. Je suis désespéré, corrigea Victoria. Mon entreprise est pourrie de l'intérieur. Les gens qui étaient censés me protéger m'ont laissé mourir. Ceux qui sont censés valoriser des employés, comme vous les traitent comme des déchets jetables. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être tout en bas. Quelqu'un qui n'a pas peur de confronter le pouvoir parce qu'il a déjà tout perdu. Daniel secoua la tête. Ils vont me dévorer vivant. Probablement. Reconnut Victoria. Mais je serai à vos côtés. Et vous aurez une autorité totale pour enquêter, licencier et reconstruire la culture de cette entreprise de l'intérieur. Daniel regarda par la fenêtre de l'hôtel. Dehors, la vie continuait. Des voitures passaient. Des gens riaient. Le monde tournait. Et pendant 3 semaines, il avait été invisible pour ce monde. Pire qu'invisible. Transformé en monstre. Mais maintenant, quelqu'un lui offrait non seulement de laver son nom. On lui offrait du pouvoir. La chance de changer le système qu'il avait écrasé. Et si j'accepte, dit Daniel lentement, qu'est-ce que vous y gagnez? Victoria resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle parla, sa voix était chargée de quelque chose que Daniel ne parvint pas à identifier immédiatement. Peut-être du remords. Peut-être de la peur. Je gagne la chance de me regarder dans le miroir sans être dégoûté de ce que j'y vois. Daniel étudia son visage. Il chercha des signes de mensonge, de manipulation, de jeu corporatif. Mais il ne vit qu'une femme brisée essayant de réparer quelque chose qu'elle réalisait seulement maintenant être détruit. Il prit le stylo posé sur la table. Je veux des garanties. Des contrats. Une protection juridique. Et je veux que tout soit public. Pas d'accord secret. Pas d'aumône distribuée en silence. Victoria sourit. D'accord. Et je veux commencer par poursuivre personnellement Richard Brennan. J'ai déjà entamé la procédure. Daniel signa les papiers. En reposant le stylo sur la table, il sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas du bonheur. Pas encore. C'était quelque chose de plus dangereux et plus puissant. C'était un but. Durant la semaine suivante, Daniel travailla en silence. Victoria lui donna accès à tous les dossiers internes de l'entreprise. Il passa des heures à lire des rapports, à enquêter sur des plaintes enterrées, à parler discrètement avec des employés de bas niveau qui avaient peur de s'exprimer. Ce qu'il découvrit était pire qu'il ne l'avait imaginé. Des cas de harcèlement ignorés. Une discrimination systémique. Des employés forcés de travailler malades sous menace de licenciement. Des salaires volontairement retardés pour forcer des démissions sans indemnité. Un superviseur qui frappait ses subordonnés et qui n'avait jamais été puni parce qu'il était le neveu d'un actionnaire. Daniel constitua un dossier complet. Nom, date, preuve, tout méticuleusement documenté. Et lorsqu'il fut enfin prêt, il regarda Victoria et prononça seulement 2 mots. On les détruit. La salle de réunion du 43e étage était pleine. Tous les cadres supérieurs de Harrington Holdings étaient présents, convoqués par un message urgent de Victoria. Richard Brennan arriva en souriant, ajustant ses boutons de manchette en or. Il pensait qu'il s'agissait d'une réunion routinière de plus pour discuter des chiffres trimestriels. Il n'avait aucune idée de ce qui était sur le point d'arriver. Victoria entra par la porte principale vêtue d'un tailleur noir impeccable, ses talons martelant le marbre comme des coups de marteau de juge. Derrière elle, Daniel Carter entra portant un costume bleu marine simple mais bien ajusté. Le silence fut immédiat et absolu. Richard se figea. Ses yeux allèrent de Victoria à Daniel, puis de nouveau à Victoria, la confusion et la panique commençant à se mélanger sur son visage. Qu'est-ce qu'il fait ici? Richard se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Cet homme a été renvoyé. Il n'a pas le droit d'être dans ce bâtiment. Victoria s'arrêta à la tête de la table, les mains posées sur la surface en acajou poli. Assieds-toi,
Richard. Je ne vais pas permettre que... Assieds-toi. Sa voix trancha l'air comme un fouet. Richard obéit lentement, mais ses yeux restèrent fixés sur Daniel avec une haine pure. Victoria fit signe à l'assistant près de la porte. Un écran géant descendit du mur. Les lumières s'atténuèrent partiellement. Et alors, la vidéo commença à jouer. Ce n'était pas la version éditée qui avait viralé. C'était l'enregistrement complet de sécurité. Tous regardèrent en silence, tandis que Victoria s'effondrait au sol. Tandis que les cadres restaient paralysés. Tandis que Daniel accourait et commençait la RCP. Tandis que Richard le tirait violemment en criant des accusations, l'empêchant de lui sauver la vie. Tandis que les agents de sécurité traînaient Daniel dehors pendant que Victoria restait seule, mourante, entourée de lâches. Quand la vidéo se termina, personne ne bougea. Victoria appuya sur un bouton de la télécommande. Une autre image apparut à l'écran. Des transactions bancaires. Voici des transferts effectués par Richard Brennan vers 3 différents médias dans les jours suivant l'incident. Un total de 240 000 $ pour garantir que la bonne histoire serait racontée. Victoria marcha lentement autour de la table en parlant. L'histoire où Daniel Carter était le méchant. Où j'étais la victime. Où vous étiez tous innocents. Elle s'arrêta derrière la chaise de Richard. Mais vous n'étiez pas innocent, n'est-ce pas? Vous m'avez laissé mourir. Et quand quelqu'un a eu le courage de me sauver, vous l'avez détruit pour protéger votre propre peau. Richard se leva à nouveau, le visage rouge. C'est ridicule. Je vous protégeais. Cet homme était en train de me sauver. Le coupa Victoria. Il était en train de me sauver pendant que tu ne faisais absolument rien d'autre que tenter de préserver ta position dans cette entreprise. Richard pointa un doigt tremblant vers Daniel. C'est un concierge. Un moins que rien. Et tu vas le croire lui plutôt que... Je crois les preuves. Victoria appuya sur un autre bouton. Des emails apparurent à l'écran. Des messages entre Richard et d'autres cadres coordonnant le récit mensonger. Planifiant le licenciement de Daniel. Discutant de la manière d'éviter toute responsabilité légale. L'un des cadres les plus jeunes se leva et quitta la salle rapidement, une main sur la bouche. Un autre se couvrit le visage. Une femme commença à sangloter doucement. Victoria laissa le silence s'étendre, lourd et suffocant. Richard Brennan, vous êtes renvoyé. Sans indemnité. Sans recommandation. Et vous êtes poursuivi pénalement pour diffamation, obstruction à la justice et fraude corporative. Elle regarda autour de la table. Toute personne dans cette salle qui connaissait la vérité et a choisi de se taire a jusqu'à la fin de la journée pour présenter sa démission. Sinon, elle fera aussi face à des poursuites. Richard frappa la table si fort qu'un stylo tomba au sol. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des contrats. J'ai des avocats. J'ai... Tu n'as rien. Daniel parla pour la première fois, sa voix calme mais chargée d'une nouvelle autorité. J'ai passé la dernière semaine à rassembler chaque preuve contre toi. Pas seulement sur ce que tu m'as fait. Sur tout ce que tu as fait ces 10 dernières années dans cette entreprise. Daniel marcha jusqu'à l'écran et connecta son propre ordinateur portable. De nouveaux fichiers apparurent. Jennifer Morrison. Harcelée sexuellement par toi pendant 2 ans. Forcée de démissionner après avoir porté plainte au RH. Tu lui as payé 50 000 $ pour la faire taire. Daniel passa au fichier suivant. Marcus Lee. Licencié 3 jours après avoir dénoncé des pratiques comptables illégales que tu coordonnais. 7 mois de chômage. Il a perdu sa maison. La voix de Daniel devint plus ferme à chaque nom. Sarah Williams. Kevin O'Brien. Thomas Jackson. 17 personnes en 10 ans. Toutes détruites parce que tu devais protéger ton ego et ta position de pouvoir. Richard était maintenant livide, la sueur coulant sur ses tempes. C'est faux. Tu inventes. J'ai des témoignages signés. Coupa Daniel. J'ai parlé avec chacune de ces personnes la semaine dernière. Et toutes ont accepté de témoigner contre toi au tribunal. Richard chercha des alliés autour de la table. Personne ne croisa son regard. Tous fixaient leurs mains, le sol, n'importe quoi sauf son visage. Tu es fini, Richard. Dit simplement Victoria. La sécurité va t'escorter hors du bâtiment. Tes affaires seront envoyées. Ne tente pas de revenir. 2 agents de sécurité entrèrent. Richard recula, la respiration rapide. Pendant un instant, il sembla vouloir courir ou se battre. Mais ses épaules s'affaissèrent. C'était un homme puissant habitué à écraser les autres. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, c'était lui qui était écrasé. Les agents l'emmenèrent.
La porte se referma derrière lui avec un clic final. Victoria se tourna vers les cadres restants. À partir de maintenant, cette entreprise va changer. Daniel Carter est le nouveau directeur de responsabilité corporative et du bien-être des employés. Il aura pleine autorité pour enquêter sur n'importe quel département, n'importe quelle personne, n'importe quelle pratique. Il répond directement à moi. Et si quelqu'un tente de lui nuire, de l'intimider ou de le saboter, il partagera la cellule de Richard. Elle fit une pause. Réunion terminée. Les cadres se levèrent précipitamment et commencèrent à sortir, certains regardant Daniel avec peur, d'autres avec un respect prudent. En 5 minutes, la salle était vide, sauf Daniel et Victoria. Daniel marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la ville en bas. Du 43e étage, les gens ressemblaient à des fourmis. Il avait passé 20 ans de sa vie invisible pour ces gens, traité comme un objet jetable. Maintenant, il avait du pouvoir. « Comment te sens-tu » demanda Victoria derrière lui. Daniel réfléchit. Il s'attendait à ressentir du triomphe, de la joie, une vengeance satisfaite. Mais ce qu'il ressentit était différent, plus profond. La responsabilité. « Je me sens prêt », répondit-il. Victoria sourit légèrement. « Bien, parce que le vrai travail ne fait que commencer. » 2 heures plus tard, Victoria convoqua une conférence de presse. Des caméras de toutes les principales chaînes d'information étaient présentes. Les journalistes qui avaient détruit la réputation de Daniel attendaient maintenant impatiemment une déclaration. Victoria monta sur le podium. Daniel se tenait à ses côtés, visible de tous. « Il y a 3 semaines, ma vie a été sauvée par cet homme », commença Victoria, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé. Et en échange, il a été calomnié, renvoyé et détruit publiquement par une campagne coordonnée de mensonges. Aujourd'hui, je suis ici pour corriger cela. Elle raconta tout, montra les véritables images, exposa Richard Brennan, présenta des excuses publiques à Daniel et annonça son nouveau poste dans l'entreprise. Les caméras captèrent chaque seconde. Le lendemain, la vraie vidéo vira au viral. 15 millions de vues en 6 heures. Les mêmes médias qui avaient détruit Daniel se précipitèrent à présent pour s'excuser. Les mêmes influenceurs qu'il avait traités de prédateurs faisaient maintenant des vidéos émouvantes sur la justice retrouvée. Daniel n'en regarda aucune. 6 mois plus tard, Daniel était assis dans son bureau au 32e étage lorsqu'il reçut un appel. C'était une femme nommée Patricia Reynolds, employée de nettoyage du service de nuit. Sa voix tremblait au téléphone. « Monsieur Carter, je dois vous parler. Mais j'ai peur de perdre mon emploi. » Daniel connaissait cette peur. Il avait vécu avec elle pendant 2 décennies. « Vous ne perdrez rien à dire la vérité. Parlez. » Patricia raconta l'histoire d'un manager qui la forçait à faire des heures supplémentaires non payées sous menace de licenciement, qui criait contre elle devant les autres employés, qui faisait des commentaires sur son corps. Daniel nota tout. « Pouvez-vous venir dans mon bureau demain matin ? J'aurai besoin d'un témoignage officiel. Vous allez vraiment faire quelque chose. » Sa voix était pleine d'un espoir fragile et effrayé. « Je le promets. » Le lendemain, Patricia arriva accompagnée de 3 autres femmes du service de nettoyage. Toutes avaient des histoires similaires concernant le même manager. Daniel les écouta, documenta tout et, dès cet après-midi-là, le manager fut renvoyé. Mais Daniel ne s'arrêta pas là. Il découvrit que le comportement de cet homme n'était pas un secret. Plusieurs superviseurs étaient au courant et n'avaient jamais rien fait. Daniel enquêta sur chacun d'eux. 3 furent licenciés. 2 furent rétrogradés. Tout le département fut réorganisé. La nouvelle se répandit dans l'entreprise comme un feu dans de la paille sèche. Le nouveau directeur n'occupait pas seulement un poste. Il travaillait vraiment. Dans les semaines suivantes, le téléphone de Daniel ne cessait de sonner. Des dénonciations arrivaient de tous les coins de l'entreprise. Les employés qui avaient auparavant peur de parler trouvaient désormais le courage. Parce que quelqu'un qui comprenait leur douleur les écoutait enfin. Daniel créa un canal anonyme de signalement. Il mit en place des formations obligatoires sur le harcèlement et la discrimination. Il licencia 6 cadres intermédiaires pour pratiques abusives. Il augmenta le salaire minimum de l'entreprise de 20%. Il créa un programme de bourse pour les enfants des employés à faible revenu. Et à chaque changement, il faisait face à de la résistance. Lors d'une réunion du conseil, un des actionnaires frappa la table avec colère. « Ces changements nous coûtent des millions. Vous détruisez nos marges de profit. » Daniel regarda l'homme droit dans les yeux, sans cligner. Les marges de profit ne valent rien si elles sont construites sur des vies détruites.
Si cette entreprise ne peut pas prospérer en traitant les gens avec dignité, alors elle ne mérite pas d'exister. L'actionnaire devint rouge de colère, mais Victoria, assise à la tête de la table, sourit simplement et soutint publiquement Daniel. Les mois passèrent. La culture de l'entreprise commença à changer réellement. Ce ne fut pas facile. Ce ne fut pas rapide. Mais ce fut réel. Daniel mit en place des évaluations trimestrielles où les employés notaient anonymement leurs superviseurs. Il créa un comité de diversité dirigé par des personnes venant du bas de l'échelle. Il ouvrit un centre de soutien psychologique gratuit pour tous les employés. Il établit des politiques claires de progression de carrière basées sur le mérite et non sur le favoritisme. Et cela fonctionna. Le turnover des employés diminua de 40%. La productivité augmenta. Les plaintes au travail chutèrent. Harrington Holdings commença à apparaître dans les classements des meilleures entreprises où travailler. Mais l'impact ne resta pas seulement à l'intérieur de l'entreprise. L'histoire de Daniel devint nationale. Il fut invité à parler dans des universités, des conférences d'entreprise, des émissions de télévision. Chaque fois qu'il racontait son histoire, il terminait par le même message. Les personnes invisibles ne sont pas moins humaines. Elles sont juste moins vues. Et quand on leur donne une voix et une opportunité, elles transforment le monde. D'autres entreprises commencèrent à copier le modèle créé par Daniel. Des départements de bien-être apparurent dans des sociétés à travers le pays. Les lois du travail furent révisées. Le mouvement qui avait commencé par un baiser de sauvetage dans une salle de réunion se transforma en un vrai changement social. Mais pour Daniel, la victoire la plus importante ne se trouvait dans aucun titre de presse. Un vendredi après-midi, il quitta le bureau à 18h et conduisit jusqu'à l'école de Lily. Elle l'attendait devant avec son sac à dos rose, discutant joyeusement avec deux amis. Quand elle vit Daniel, son visage s'illumina. « Papa !» Elle courut et sauta dans ses bras. Daniel la serra fort, sentant son cœur se remplir de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demanda-t-il, la posant par terre et tenant sa main en marchant vers la voiture. « Super. La maîtresse a dit que nous allons faire une présentation sur les héros de la vie réelle, et je vais parler de toi. » Daniel s'arrêta. Il se mit à genoux devant elle, les yeux commençant à brûler. « Lily, je ne suis pas un héros. J'ai juste fait ce qui était juste. » « Exactement. » Elle sourit, ce sourire pur et honnête que seuls les enfants savent donner. C'est ce que font les héros. Daniel serra sa fille sur le trottoir, sans se soucier des passants. Pendant des mois, il avait lutté pour la justice, pour le changement, pour faire la différence. Mais à ce moment-là, en tenant sa fille, il réalisa qu'il avait déjà remporté la victoire la plus importante. Elle était fière de lui. Cette nuit-là, après avoir couché Lily, Daniel s'assit sur le balcon du nouvel appartement. Il était modeste, mais digne. Propre. Sûr. Un endroit où sa fille pouvait grandir sans peur. Son téléphone vibra. Un message de Victoria. « Demain, réunion importante. Nous devons discuter de l'expansion du programme dans d'autres villes. Es-tu prêt ?» Daniel sourit et tapa sa réponse. « Toujours. » Il rangea le téléphone et regarda le ciel nocturne. Les étoiles brillaient faiblement à cause des lumières de la ville, mais elles étaient là. Persistantes. Visibles pour ceux qui prenaient le temps de regarder. Daniel pensa à toutes les personnes invisibles qui existaient encore. Les concierges. Les agents de sécurité. Les cuisiniers. Les chauffeurs. Des millions de personnes qui faisaient fonctionner le monde sans jamais être reconnues. Il ne pouvait pas tous les sauver. Mais il pouvait leur donner une voix. Il pouvait créer des systèmes pour les protéger. Il pouvait garantir que lorsqu'on faisait ce qui était juste, on ne serait pas détruit pour autant. Il pensa à Richard Brennan, qui faisait maintenant face à des accusations pénales et était devenu un paria dans les cercles corporatifs. Il ne ressentit aucune joie pour sa chute. Juste une satisfaction silencieuse de savoir que la justice, parfois, arrive vraiment. Il pensa à Victoria, qui avait utilisé son pouvoir non pas pour se protéger, mais pour réparer quelque chose de brisé. Elle n'était pas parfaite. Aucun d'eux ne l'était. Mais elle avait choisi de faire ce qui était juste quand c'était le plus difficile. Et il pensa à lui-même. À l'homme qu'il était il y a 6 mois, allongé sur un vieux canapé, sans espoir, invisible pour le monde. Cet homme existait toujours en lui. Daniel n'oublierait jamais d'où il venait. Il n'oublierait jamais ce que c'était d'être jetable. C'était exactement pour cela qu'il pouvait faire ce qu'il faisait maintenant. Le téléphone vibra à nouveau. Une autre dénonciation arriva dans le système. Daniel l'ouvrit et commença à lire. Une employée de 23 ans signalait une discrimination salariale.
Elle était payée 30% de moins que ses collègues masculins pour le même travail. Daniel inspira profondément et commença à taper sa réponse. Le travail ne finissait jamais. Mais il était prêt. Parce que maintenant, Daniel Carter n'était pas seulement visible. Il était devenu les yeux pour ceux qui restaient invisibles. Et tant qu'il respirerait, tant qu'il aurait une voix, il continuerait à se battre. Pas pour la reconnaissance, pas pour la gloire, mais parce qu'il savait, au fond de son âme, que chaque personne mérite d'être vue. Chaque personne mérite la dignité. Et chaque personne mérite la chance de sauver une vie sans être détruite pour cela. C'était la leçon. C'était le changement. C'était la justice qu'il avait cherchée et enfin obtenue. Et ce n'était que le commencement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce voyage. Dites-nous aussi depuis quelle ville ou quel pays vous regardez. Votre participation aide cette chaîne à continuer de raconter des histoires qui comptent vraiment. À la prochaine.